Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre filmographie est à l'image de votre discrétion naturelle, impressionnante. Votre palette d'acteurs est comme celle d'un peintre, haute en couleurs. Les couleurs de la vie à l'image des personnages que vous interprétez à l'écran et à la télévision. Bonjour Stéphane Debac. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai qu'on connaît votre visage, vous avez fait plein de choses. Finalement on connaît peu votre parcours, c'est assez étonnant. Oui, tant mieux. Tant mieux. On va découvrir aujourd'hui votre parcours, mais on va évoquer en même temps l'actualité avec un film qui sort demain sur les écrans et puis une série sur Ciné+, qui est aussi très importante et très étonnante. Alors, le principe des clés d'une vie, donc votre vie à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée ne vous concerne pas directement, elle est importante. C'est le 8 janvier 1992, la sortie d'un livre écrit par celui dont vous allez entendre la voix. J'ai connu, moi, François, c'était déjà un cinéaste. Serge Rousseau, qui a fait un livre, Comédien du rêve à la réalité, entretien recueilli par Caroline Malibroche. Oui, oui. Et ce livre est très important pour vous. Il l'a été à l'époque parce que je ne suis pas ce qu'on appelle un enfant de la balle et j'ai pas grandi dans ce milieu-là, enfin en tout cas dans un cadre, on va dire, de métier artistique ou quoi. Donc lorsque je suis arrivé à Paris, effectivement, j'avais comme mot, un peu comme un vieil oncle issu du sérail, des phrases soufflées par Serge Rousseau via ce livre, qui m'avait été offert à 15 ans, effectivement. Par une amie de votre mère, je crois. Absolument, ouais, je voulais déjà être acteur à 15 ans, et donc elle m'a offert ce bouquin. Elle en avait vu la publicité à Canal, je crois. Et voilà, et beaucoup plus tard, j'ai croisé la route de Serge Rousseau, qui était le cofondateur d'Art Média avec Gérard Lebovici et puis de Cinéa, qui était un type tout à fait charmant. Voilà. Donc ces mots m'ont accompagné longtemps. Ouais. Oui, il était comédien, chanteur et Art Média, on connaît parce que ça a été la base de la série 10% qui a fait un triomphe à la télévision. Alors, il se trouve que vous arrivez à Paris 3 ans après sa sortie de ce livre, mais au départ, vous êtes originaire de Lyon. Vous êtes né dans un hôpital qui, je crois, est devenu un centre commercial de luxe. C'est ça. Alors oui, l'Hôtel Dieu, absolument oui. Ma mère y a travaillé d'ailleurs dans sa jeunesse et j'y suis né, comme beaucoup de Lyonnais du reste. Mais aujourd'hui, effectivement, ça a été entièrement réhabilité, réaménagé en galerie marchande, restaurant, bar et hôtellerie de luxe. Ouais. On est très lié à Lyon avec Sud Radio, où on est implanté. Et d'ailleurs, je précise, parce qu'on le sait aujourd'hui, on a fait plus de 41 millions de vues dans le digital sur Sud Radio. Donc, vous êtes très écoutés aujourd'hui. D'accord. C'est les Lyonnais, ça. C'est les Lyonnais. C'est les Lyonnais. Alors, il se trouve que aussi, vous avez été élevé par votre mère toute seule. Et je crois que vous avez été sa raison de vivre, Stéphane Debac. Alors, ce serait... oui, on peut le résumer comme ça. C'est-à-dire que comme n'importe... quelle famille, j'aime pas beaucoup ce terme, mais monoparentale, comme on dit, eh bien, oui, le parent seul qui reste pour élever l'enfant, forcément, ça devient... l'enfant devient pour cette personne, en l'occurrence ma mère, un peu le centre, c'est sûr. Donc je pense qu'elle avait fait un peu, d'une certaine façon, le deuil de sa vie de femme à une certaine période pour m'éduquer, pour se concentrer sur moi, sur mon éducation, en faisant des choix de vie. Mais j'ai eu une enfance tout à fait merveilleuse. Oui, parce que je crois qu'elle était infirmière, aide-soignante, et elle a voulu travailler de nuit, ce qui n'est pas évident, pour vous élever dans la journée. C'est ça, elle a choisi de travailler exclusivement de nuit pour pouvoir mieux veiller sur son petit garçon. Oui. Alors, il se trouve que vous avez une énergie étonnante et que cette énergie vient de votre mère, car elle avait beaucoup d'énergie dans tout ce qu'elle faisait. Oui, elle a toujours beaucoup d'énergie. Oui. Et c'est un tempérament très fort, elle a une nature combative, extrêmement drôle. Donc, je crois que oui, on transmet. Moi, j'ai côtoyé toute ma jeunesse... que ce soit les joies, les emmerdes, si vous voulez, elle a toujours su tout transformer, voilà, et rebondir avec humour, sans cynisme aucun, avec beaucoup d'humour, une forme de légèreté constante, et donc en ayant toujours le sens presque du spectacle, du drame, voilà. Donc ça m'a, oui, nécessairement beaucoup nourri. C'est la personne avec laquelle je crois encore à ce jour j'ai le plus ri, et je ris le plus. Il se trouve aussi que votre vocation, Stéphane Debac, je crois qu'elle est née à l'école, dans un club théâtre, grâce à un spectacle monté par un parent d'élève au départ, à 9 ans. Ouais, alors c'est d'une banalité absolue, mais c'est-à-dire que oui, la première fois où je m'essaie un peu au théâtre,
Je dois avoir 9 ou 10 ans et c'est une parent d'élève qui monte un club et je participe à ça. Je suis pas du tout mauvais élève, mais je suis pas non plus dans le peloton de tête parce que voilà, je me force pas trop. Je contrarie une espèce de timidité. J'essaie de lutter contre en faisant un peu, en donnant le change, en cultivant une forme de répartie peut-être gamin. Et puis ce moment arrive où là, voilà, effectivement, je me sens à ma place. Il y a un truc qui se fait où tout le monde se dit c'est génial ce qu'il fait, il est étonnant, on l'avait pas vu venir. Oui. Voilà, donc c'est resté et ça ne m'a pas trop quitté. Résultat, le Conservatoire de Lyon, quelques années plus tard. Ouais, pas longtemps parce qu'il a vite fermé ses portes, celui-là. Mais pas à cause de vous. Non, mais oui, avec quelques profs. Et puis j'étais engagé par un de mes professeurs dans une troupe. J'ai commencé au théâtre. Je ne rêvais que de théâtre d'ailleurs. Je m'imaginais pas du tout moi faire du cinéma, de la télé. Ça me paraissait très sincèrement totalement inaccessible, abstrait. J'ai grandi en regardant des grandes stars à la télé. Je dirais, c'était cette époque où les Césars, c'était Ventura, Gabin, Signoret, Auteuil, tout ça. Je veux dire, des figures très emblématiques. Donc je me disais pas, tiens, je vais en faire partie. Enfin, oui, mais j'en fais pas partie à ce jour, mais je veux dire, voilà, c'était pas mon moteur. Hein, c'était pas... Mais en tout cas, le théâtre vous intéressait et l'humour aussi, parce que votre audition, je crois, au Conservatoire de Lyon, c'est Coluche, un de ses sketchs. Ouais, alors ça, oui, alors c'est exact. C'était une provocation, je crois, de la part d'un espèce de petit con qui avait voulu, j'imagine, se faire remarquer à cette époque-là. Et puis, c'était une façon de contrarier un peu J'avais senti, si vous voulez, que dans ces lieux-là, très souvent, et c'est pas une critique du reste, mais ça rassemble beaucoup une population de jeunes bourgeois, parfois en mal de sensations théâtrales, voilà, soit des cours privés ou quoi. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire un truc qui change. Et j'avais cette cassette qui est le dernier spectacle de Coluche, un sketch qui s'appelait La Pute. Oui. Je suis pas vrai, mais voilà. Et, oui, qui est très connu. Voilà, et j'ai passé ce sketch-là, et la prof m'a regardé en disant, oui, c'est bien, et vous avez un texte en vers, sinon quelque chose d'un peu plus, ou pas? Je suis, oui. Et voilà, je suis rentré avec ça, oui, c'était rigolo. Alors, ce qui est étonnant, c'est ensuite, vous êtes à 18 ans dans une compagnie pour un spectacle qui n'a rien à voir. Ah non, c'était une autre prof effectivement qui me propose de venir. Il cherchait un jeune acteur pour jouer une espèce de diable, de Méphistophélès dans une adaptation. C'était la mise en scène d'un gars qui s'appelait, je crois qu'il est mort, Pierre Tardif. Pierre Tardif, absolument. Et donc je suis parti en tournée avec eux avec l'autorisation et la bénédiction de ma mère. Donc ça, c'était merveilleux. J'étais le Benjamin de la troupe. Et je m'étais dit, chouette, c'est formidable. Vraiment, il n'y avait que des acteurs de 30-40 ans. Moi, j'avais 17-18 ans, peut-être. Voilà, donc mais au départ, vous hésitez à faire du théâtre et vous vous inscrivez à la fac d'histoire et de l'art à Lyon. Oui, alors pas longtemps. Hein. Je ne suis pas diplômé de faculté d'histoire de l'art. J'y suis resté 1 an. En réalité, j'attendais, je ne savais pas si j'allais... c'était la dernière année qu'il y avait encore l'obligation du service national, voilà. Donc je ne savais pas si j'allais partir 10 mois ou pas faire le service militaire. Donc au lieu de glander, effectivement, je me suis inscrit en fac d'histoire de l'art parce que j'étais très intéressé par les commentaires d'édifices, les explorations de certaines œuvres, etc. Bref, et j'y suis resté une petite année jusqu'à ce qu'on me libère de mes obligations en me disant rentrez chez vous, vous êtes exempté. Parce que j'ai beaucoup d'allergies. Oui, je leur ai fait peur. Ils m'ont dit non. Je suis tombé sur un mec rigolo. Il m'a dit non, sincèrement, écoutez, vous allez déplier la couverture, vous allez prendre un nuage de poussière dans la figure. Ça ne sert à rien. Ça, vous allez nous emmerder. On va vous écrire. Voilà. Et puis j'ai reçu un courrier exempté du service national actif. Ouais. Et je me suis installé à Paris à partir de là. Oui. Voilà. Et j'ai remarqué, il fallait à l'époque, c'était difficile de se faire exempter avant vous. Moi, je me souviens de Michel Polnareff qui était à Montluçon. Il avait fait de la moto sans moto. Donc on l'avait pris pour un fou, on l'avait interné, il avait été exempté. D'accord. Ah oui, non, alors j'ai des amis, évidemment, on en connaît tous, qui ont fait un peu les abrutis, voilà, qui ont joué les bas de plafond, mais non, j'ai pas fait ça. Alors, le départ à Paris, d'abord c'est le cours Simon et le cours Voudzinas, 2 cours très différents. Oui, du hasard. Les cours Simon, effectivement, en fait, quand on est provincial, qu'on ne connaît rien à Paris et au cours d'art dramatique... on décroche son téléphone à l'époque et je me souviens, j'ai appelé les cours Florent parce qu'il y avait cette espèce de renommée, voilà. Je dis bonjour, est-ce que je peux venir assister à un cours? On m'a dit non, aussi il y a pas de rien, vous vous inscrivez ou voilà, mais on fait pas ça. Je dis d'accord.
Puis ensuite, j'ai appelé le cours d'en face, donc les cours Simon. Et je dis, bonjour, voilà, je vous appelle, je suis à Lyon, je voudrais savoir, est-ce que je peux assister à un cours? Bien sûr, bien sûr. Alors, je suis allé au cours Simon, ça s'est fait aussi simplement que ça. Et Voutsinas, je crois que c'était au bout de 2 ans, la volonté d'explorer autre chose, de travailler autrement avec ce gars-là. C'est-à-dire que tout à coup, Figaro se limite pas à avoir un point sur la hanche, un pied au partenaire, un pied au public. Il a sommeil, il a faim, il est fatigué, il a soif, il pète ce que vous voudrez. Donc, c'était beaucoup plus... Et puis, on travaillait en anglais, des textes de David Mamet, tout ça. Donc, ça me plaisait beaucoup. Oui, et Voutsinas, c'est quand même quelqu'un qui a fait travailler Jane Fonda, qui a fait travailler Faye Dunaway, Warren Beatty, et qui a été à l'école de Strasberg à New York. Donc, c'est une référence. Ouais, c'était alors, à l'Actors Studio, à l'époque, aux côtés de Lee Strasberg, il s'occupait un peu du casting. C'est-à-dire que c'était un peu le physio à l'entrée de l'Actors Studio, et c'est lui qui à un moment donné avait dit à Lee Strasberg, enfin c'est un peu la légende, mais de dire ça va pas, on a que des bombes, on a que des gens avec un peu la même figure, la même hauteur, la même beauté, il faut aller chercher ailleurs. Et c'est comme ça qu'il a ouvert un peu une autre proposition vers des gueules un peu à la Pacino et compagnie. Voilà. Et vous avez aussi fait votre chemin, et on va l'évoquer à travers une autre date, le 28 octobre 2006. À tout de suite sur Sud Radio avec Stéphane Debac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Stéphane Debac. Nous parlerons de votre actualité cinéma et télévision tout à l'heure. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre carrière. On a évoqué vos débuts à Lyon, comme jeune comédien et élève. Vous arrivez à Paris. Et puis, le 28 octobre 2006, il y a une mini-série qui démarre à la télévision et vous incarnez ce personnage. J'ai souvent lu que des journalistes écrire qu'au départ, c'était un banal fait divers. Jean-Michel Lambert. Ah oui, d'accord. C'est la date du premier épisode de l'affaire Villemain, oui. Qui part de l'affaire Grégory, jamais vraiment élucidée, et vous jouez le juge Lambert. Ça a été un tournant pour votre carrière. Alors, je sais pas si ça a été un tournant, mais ça a été très inattendu. Parce que je me suis un peu formé dans mes premiers pas, on va dire mes premiers engagements dans la comédie plutôt, dans des sketchs, puis dans des émissions même des sitcoms comme Blague à part sur Canal, tout ça. Oui, et vous avez même été dans le théâtre de Bouvard, mais 3e version. Oui, absolument. Vous avez aussi participé à une jeune troupe que Paul Lederman créait. Ah oui, les voilà. J'ai remplacé un acteur qui quittait la troupe. Oui, et vous avez resté longtemps. Et vous avez fait du café-théâtre avec un seul en scène au Carré Blanc, un café-théâtre qui a disparu. Oui, absolument. Oui, c'était la volonté de jouer à tout prix. Et aujourd'hui, un môme qui veut être acteur, il peut tout faire de chez lui. Il a son téléphone, il fait ses sketch et voilà, il envoie et c'est fini. Moi, il fallait se déplacer, il fallait auditionner, il fallait aller le soir au théâtre. Et je me souviens, j'étais payé 50 francs avec une boisson gratos pour jouer des sketchs. Que vous écriviez ? Oui, que j'écrivais, ouais, je me prenais des fours, mais phénoménaux. C'était extraordinaire. Le silence, je créais le silence. Vraiment... Alors je trouvais ça très drôle chez moi en écrivant. Et puis à force, on finit par comprendre et puis par trouver son humour, son clown un peu. Mais bref, l'affaire Villemain est arrivé à un moment où je ne pensais pas que j'allais être engagé pour ce que je pouvais faire, parce qu'en France, j'ai compris très tôt qu'on était plutôt engagé pour ce qu'on avait fait. Donc en réalité, c'est plutôt le dernier rôle ou le dernier genre qui a raison. Vous faites de l'humour, on vous engage à nouveau pour cela. Et là, tout à coup, ce metteur en scène m'a regardé autrement et m'a confié ce rôle. Voilà, ouais. Il vous a découvert et c'était vraiment le premier qui a compris que vous aviez autre chose à faire que de l'humour, peut-être, non ? Je sais pas du tout. Je crois que on a fait des essais ensemble, des lectures. Après, je voulais le rôle. J'ai fait des photos, je me souviens, en cherchant dans des archives avec cet impair que portait ce juge Lambert, en me lissant une espèce de frange à l'époque, en trouvant les lunettes que j'envoyais à la casting. Sylvie Brocheret, qu'il n'avait pas bien pris parce que tout est très fragile dans ce métier. Donc tout à coup, ça paraît pushy, intrusif, alors que c'est juste la volonté d'un acteur de montrer qu'il peut le faire. Oui. Donc c'était pas aussi simple. Et puis... ça a marché. Alors, il se trouve que c'était quand même un rôle très difficile parce que le juge Lambert a été sous les feux de l'actualité. Ça a été tellement dur qu'il a fini par se suicider. C'est quand même un destin tragique. Est-ce que vous avez regardé des images avant de l'incarner, devenir le juge Bertrand ? Oui, j'avais trouvé des images, mais je m'en suis pas nourri plus que ça. C'est-à-dire que le scénario,
c'était 6 fois ou 8 fois 52, je ne sais plus, l'affaire Villemain. 6 fois. 6 fois. Écrit par Raoul Peck et Pascal Bonitzer, d'après Le bûcher des innocents de Laurence Lacour. Oui. Et le 16 octobre aussi, un livre de Jean-Marie Villemain, Christine Villemain. Absolument. Et donc, moi, si vous voulez, ma bible de travail à cette époque-là, le récit auquel je m'attachais, c'était celui que livrait le scénario. Mais je ne me suis jamais considéré, je ne suis pas un biographe, donc je ne suis pas là pour incarner le juge Lambert tel qu'il aurait lui aimé être incarné, ou tel que les choses se sont passées, sinon je ferais du documentaire. Donc je suis là au service du scénario et du point de vue de ce metteur en scène, Raoul Peck. Donc j'ai abordé le truc comme ça. Et d'ailleurs, à la sortie, ça a été une catastrophe, parce que le mec m'a vraiment chié dessus, ce juge Lambert. Moi j'étais très jeune acteur, donc évidemment, on ne me connaissait pas. Et lui s'est exprimé, s'est répandu dans la presse en disant « C'est inadmissible, ce garçon qui me joue ne m'a pas rencontré. » Il avait trouvé ça très insultant. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'était mieux servir le scénario que de ne pas le rencontrer. Sinon, vous êtes tenté d'être charmé, et puis de servir l'intérêt personnel de l'homme, moins celui du scénario. Oui, et d'ailleurs, il était déjà en grande dépression et ça peut expliquer cette colère qui n'avait pas lieu d'être. Ouais, il s'est suicidé en plus en se mettant en scène tel que il y a un personnage, et après il a écrit des romans, et tel qu'un de ses personnages, tel qu'il faisait mourir un de ses personnages, c'est-à-dire vraiment la même mise en scène, c'est très troublant. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, il a dit avant sa mort que, bien sûr, il avait failli dans ce dossier, mais ça, pour sa défense, il était le seul juge d'instruction de la préfecture des Vosges et il gérait en parallèle 229 dossiers. C'est en tout cas son explication. Alors, Raoul Peck, il faut savoir qu'il vous a repéré, c'était pas n'importe qui, puisqu'il a été nommé en 2017 pour l'Oscar du meilleur documentaire pour I Am Not Your Negro. Et il a été ministre de la Culture de la République d'Haïti de 1995 à 1997. Oui, il a été aussi président de la FEMIS. Et là, il a sorti un film récemment encore. On a une connexion où on échange 1 ou 2 fois par an. C'est une des personnalités, en tout cas, avec lesquelles j'ai travaillé, la plus élégante, vraiment. Sur la longueur. Alors, il y a aussi des choses étonnantes dans votre parcours. Je crois que votre premier film, qui s'appelle Interview, il n'est jamais sorti, Stéphane Debac, en France. Ah, c'est pas de peau, ouais. C'est ballot, quand on fait du cinoche pour la première fois, on se dit ouais. Et puis non. Bon, c'était un peu expérimental, cette histoire. Vous voulez que je vous raconte ? Ah oui. Ok, alors... En fait, je sais plus, parce que c'est vraiment la première fois que je tourne pour un film. J'avais fait des sketchs, des trucs, et je suis encore au cours Simon. Je réponds à une petite annonce d'un réalisateur, d'un apprenti réalisateur à la FEMIS, qui est une école de cinéma. Et je me pointe faire ce casting. Donc, je sais pas, peut-être 21 ans, quelque chose comme ça. Et puis, je ne suis pas pris. Bon, les choses qui arrivent. À l'époque, il n'y a pas vraiment de portable, ça arrive à peine. Et puis 2 ans plus tard, je crois, j'ai un message sur mon répondeur, et c'est ce réalisateur-là qui me dit voilà, rappelle-moi, je fais mon premier film. Je t'avais pas pris pour mon cours, mais je pense à toi là. Et donc je me retrouve à aller à tourner dans son film. C'était un film coréen, je crois que... Absolument, avec une grosse vedette dont j'ai oublié le nom, coréenne, un acteur qui ne comprenait pas du tout le français, qui n'en parlait pas une broque et qui avait appris tout son texte phonétiquement. Et moi, je jouais un jeune réalisateur. C'était très autobiographique. Donc c'était, si vous voulez, l'histoire de cet apprenti réalisateur coréen qui fait son premier film et qui est tellement doué comme assistant qu'un jeune réalisateur que je jouais lui demandait des conseils sur le tournage. Donc c'est le tournage du tournage. Et je me souviens d'un moment, je me retourne donc vers la vedette qui jouait le rôle du metteur en scène, cet acteur coréen qui comprenait rien de ce que je disais, mais c'est pas grave. Et il vient me voir et il me dit comment ça s'est passé. Il me dit oui, il devait me dire une phrase comme... non, c'est moi qui viens le voir et je lui dis « Qu'est-ce que tu veux ?» Voilà, je lui dis « Qu'est-ce que tu veux comme plan ?» Et le mec est censé être super doué et tout. Et il me fait « Écoute, on t'entend du type. » Et je ne comprends rien. Et donc, il faut jouer là. Et je suis « Ok, bah, c'est super. D'accord. » Et voilà. Et il y avait une fille qui était là, qui s'appelle Karine Pinotto. Qui est une actrice dont c'était le premier rôle aussi.
Et on s'est rencontrés sur ce tournage et on en parle encore aujourd'hui. C'est très très drôle. Voilà. C'est improbable ce truc. Et alors, il se trouve que le cinéma sud-coréen, ils ont beaucoup de films américains dans le pays, et que l'Amérique justement vous a appelé, et qu'un Américain vous a fait tourner à Paris une scène tout aussi surréaliste que vous avez tourné le matin et refait l'après-midi parce que le comédien qui vous donnait la réplique a été viré. Ouais. Alors c'était pareil, c'est vraiment des hasards de casting. Hein. Alors c'est pas c'est un petit rôle à l'époque vraiment, mais effectivement je passe un essai pour un film de Night Shyamalan qui s'appelle The Happening et je suis pris pour la scène de fin. Et on est 2 Français. Et le film se termine sur ces 2 Français qui marchent dans les jardins des Tuileries, c'est tourné à Paris. Et donc là, quelques jours avant, parce qu'il y a toujours des coproductions ou des partenaires français. Quelqu'un m'appelle, un assistant français, et me dit voilà Stéphane, écoute, tu vas tourner dans 2 jours, Night Shyamalan, attention, il faut que tu sois rasé de très très près, d'accord, mais vraiment de très près. Il aime les visages imberbes, il faut pas merder avec ça, c'est très important. Et tous les mecs se collaient eux-mêmes la pression, donc évidemment, ce métier n'est fait que de ça, on vous refile les paquets. Je fais ok, je me dis alors attends, on va faire un truc, c'est que je vais me raser vraiment un truc que je déteste. Je fais, mais je vais me raser le matin sur le plateau. Comme ça, je pourrais pas être plus vraiment net que ça. Si je me rase, ben, ok. Mais vous lui expliquez, parce que j'ai pas envie qu'il prenne ça comme une insulte. Si j'arrive avec une barbe de 2 jours, vous lui dites pas que je me rase le matin, vous imaginez. Bon, bref. Et tout devient tout, vous voyez, ça part en épingle, toujours pareil. Bon, bref. Et j'arrive comme ça, je me présente au Jardin des Tuileries, il y a un assistant qui bloque. Je dis bonjour, je suis Stéphane Debac, je viens... Et le mec regarde son truc, ouais, du bac, non, c'est Debac. Ouais, Michel Pourpieric, il y a un mec, machin. Donc je rentre, un autre assistant me prend en charge, puis un autre, c'est très compliqué, que des Français à ce moment-là. Et au loin, je vois un mec avec une casquette et un chef opérateur, qui est le chef opérateur qui a éclairé tout Star Wars. Donc c'était Night Shyamalan et son chef-op en train de faire le repérage, de regarder les Tuileries, condamné toute la matinée pour le film. Et je dis, bah, tiens, il est là, je vais peut-être aller le saluer, ce serait commerçant. Les mecs sont en PLS. Non, tu peux pas. Il travaille. Je suis juste un acteur. Je vais le voir, salut, voilà, je suis ravi. Comme ça, je lui dis 2 mots, je lui explique pour la barbe et tout va bien. Ah, on va voir. Michel Pourpieric, ça reprend 2 plombes, les mecs là. Et donc je vais enfin, finalement, on me permet d'aller le voir. Et le gars est d'une simplicité évidemment tout à fait désarmante. Ah, welcome, blablabla, machin. On papote 3 minutes, je vais m'habiller, me changer. Et on tourne. Et je tourne avec un mec dont je ne livrerai évidemment pas le nom, ça n'a aucun intérêt, ce serait pas sympa. Mais le gars était surexcité d'être là. Et c'est comme ça, on est filmé de dos. Donc bon, on est filmé de dos, il y a la caméra comme ça, et on marche, on est filmé de dos, et quand on parle, on est un peu en profil perdu, si vous voulez, c'est la fin du film. C'est fantastique, on doit se figer, s'arrêter, et dire 3 fois la même phrase, merci, au revoir, on rentre chez nous, quoi. Bon, c'est vraiment pas... Et le mec doit se retourner légèrement, regarder les arbres, sauf qu'il se retourne, si vous voulez, la caméra est dans son dos. Et il se retourne vraiment comme ça. Donc pour avoir sa gueule, vraiment, boum, plein cadre. Ouais. 1 fois, 2 fois. Night Shyamalan vient, elle lui fait... à l'américaine, hein, c'est toujours génial. So good, great job. Super Stéphane, machin, et trucs. Et alors, well, don't open wild, no, just on the shoulder. Comme ça. Tu lui dis, non, vraiment, pas plus. Le menton comme ça, voilà, pas... Ok. Et le mec fait, ouais, et puis discrètement, il me fait, tu rigoles ou quoi? Genre, ma gueule en gros plan partout dans le monde, on va pas commencer à me faire genre, non, tu te montres pas. Non. Je fais, écoute... Je me souviens très bien, je lui dis, écoute, en fait, fais attention, tu sais, dans les Américains, ils font 4 fins alternatives. Et on était juste en train de travailler pour une fin alternative qui finira sur un bonus DVD. Hein. Donc, redescends, Michel. Mais bon. Et le gars tient tête. Et encore une fois, c'est à l'américaine. Hein. Le mec vient à la fin, coupé, cut. Wonderful, great job, super, bravo, blablabla. On retourne en loge. On était parqués sous les arcades, aux Tuileries. Très bien. Bon, bah, moi, je me change. Je me dis, bah, j'ai fini. Et puis, je vois une assistante qui vient un peu embarrassée. Non, attends, reste 2 minutes. Voilà, au revoir. Elle salue le mec qui part. Elle me dit... faut que tu viennes sur le plateau, on va tout refaire. Et je retourne sur le plateau, et Shyamalan me dit effectivement, I have to retake everything, blablabla, c'est the end of the movie, I don't want to blow it. Bref, je veux pas chier la fin de mon film, le mec a rien compris. Et je vois un gars arriver, vraiment, mais comme ça, qu'ils ont appelé au dernier moment, parce qu'il y a toujours un plan B, en tout cas chez les Américains. Et c'était Cyril Touvenin,
qui est un super acteur et metteur en scène. Et on a retravaillé ensemble. Et le gars était tout à fait dans l'ordre de ce que voulait Night Shyamalan. Voilà. Et c'est lui qui est dans le film aujourd'hui. Et dans le monde entier. Et une autre date importante dans votre vie, qui a marqué aussi votre carrière, c'est le 5 février 2018. À tout de suite sur Sud Radio avec Stéphane Debac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Stéphane Debac. Nous évoquerons tout à l'heure vos deux actualités, cinéma et télévision. Et là, on en revient à votre parcours. Alors, on a évoqué cette histoire surréaliste d'un tournage à Paris, mais il y a aussi la télévision. Et je crois que le 5 février 2018, c'est la diffusion du premier épisode de cette série. Chambre 304, bienvenue, je m'appelle Clément. Thomas. C'est quoi tous ces bracelets? On nous en donne un. Les bracelets rouges. Ah ouais, putain, pas du tout. Oui, les bien bracelets, 5 saisons dans une série qui a marqué votre carrière, qui est une série étonnante d'ailleurs, qui se déroule dans un hôpital avec des enfants malades qui vivent leur vie, ce qui n'est pas simple, et vous êtes un des médecins. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment le hasard. C'était à l'époque Nicolas Cuche, je crois que ça devait être... je ne sais plus si c'est la saison 1 ou 2, qui est un metteur en scène que je connais de longue date. On n'avait pas encore travaillé ensemble et qui me propose de venir faire un Toubib, l'affaire de vraiment 3-4 jours. Je dis ok, pourquoi pas, mais sans savoir, si vous voulez, que ce médecin allait revenir de saison en saison. Donc me voilà dans cette série, effectivement, à enchaîner les comptes rendus médicaux un peu glauques, parce qu'à chaque fois, c'est quand même des maladies graves qui concernaient des enfants. Oui. Et c'est une série qui a fait un tabac, plus de 7 millions de spectateurs. Ouais, la dernière saison est chouette. J'étais très heureux parce que pour la dernière saison, c'est pas une coquetterie, ni un numéro de claquette, mais j'étais pas très bon. Tu dis franchement, aller faire 3 comptes rendus dans un cabinet médical, est-ce que c'est bien utile? La série n'en a pas besoin. Franchement, je ne suis pas sûr d'en être, si vous voulez. Et puis on dit non, on va essayer de faire un truc avec ce Toubib quand même pour finir. Je sais pas, le voit un peu le voile. C'est qui ce mec-là? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, à part. Au plus on en sait sur le rôle, au plus ça peut être sympa, même si la série est vraiment axée sur les mômes. Et donc, ils ont rehaussé comme ça pas mal de rôles adultes, dont ce rôle de Toubib. Et ils m'ont attribué une fille qui était jouée par Shaili Soufir, dont c'était le premier rôle, enfin la première fois à l'image, et qui était éblouissante, et ça a été une jolie fin. Voilà. En même temps, c'est une série à la fois très émouvante, très difficile, parce qu'il faut donner la réplique aux enfants. Pour un comédien, c'est pas toujours facile. Bon, ça dépend, parce que alors là, pour le coup, ils étaient tous bien castés. C'était vraiment des super, des ados, des super mômes. Non, j'ai jamais eu de déception par rapport à ça, en tout cas. Mais la série a eu un immense succès populaire. On vous reconnaissait dans la rue, on vous en parlait? Ouais, un peu, mais moi je fais pas, comment dirais-je, quand on me reconnaît, si vous voulez, le temps que la personne tilte, on s'est déjà croisé. Oui. Voilà, je vois juste dans le regard un truc qui fait c'est, et on s'est croisé, c'est le mec de ah oui, voilà. Donc non, j'ai pas de c'est toujours assez fugace, voilà. Il se trouve que ces séries médicales à l'époque ont énormément de succès. La première, on l'a oublié, c'était Médecin de nuit, 38 épisodes de 54 minutes, créé par un certain Bernard Griden. Greg Germain. Et qui était autre que Bernard Kouchner, qui à l'époque n'était pas ministre, mais écrivait cette série. Et c'est Georges Belair qui jouait le rôle principal et qui a écrit une 30aine d'épisodes de cette série. Je regardais ça, gamin, je m'en souviens très très bien. Ouais. Alors, il se trouve que le fait de vous retrouver dans cette série vous a rappelé aussi ce stage que vous avez fait à l'hôpital avant de partir à Paris pendant quelques semaines avec votre mère. En gériatrie et puis chez les enfants handicapés mentaux. Ouais. Alors, c'est pas un stage, j'étais vraiment employé, quoi. C'était un CDD tout l'été, avant d'arriver à Paris, effectivement, pour avoir un peu de sous de côté à l'époque. Et oui, je me suis retrouvé en gériatrie, effectivement, comme garçon de service, c'est-à-dire que vous faites le ménage dans les chambres, vous desservez les repas, sauf qu'il manquait tellement de personnel que très vite on m'a dit, est-ce que tu veux bien donner un coup de main? Je suis d'accord, et je me suis retrouvé à faire les toilettes, à aider les aides-soignantes, les infirmières à faire des toilettes sur une 30aine de lits, donc voilà, qui se partagent en 2 à chaque fois dans chaque chambre. Et c'était pour un petit gars de 18 ans très, très impressionnant. Parce que les personnes âgées ont ça pour elles, c'est qu'il y a une fuite totale. Au plus on vieillit, j'ai l'impression, et au plus, pour échapper à l'idée de la mort, on se réfugie dans des souvenirs où l'idée de la mort n'est pas un concept. Donc des souvenirs très anciens, des souvenirs de jeunesse. Donc qui sont en boucle souvent sur leur
leur jeunesse, leurs premiers émois. Et je me suis attaché à certaines personnes cet été-là. Et puis, vous bossez 3 jours, vous avez 2 jours de repos, vous revenez 3 jours. Et puis, elle est plus là, Muriel ? Ah bah non, Stéphane, non, Muriel, elle est plus là, non. Et voilà, les gens partent. Donc ouais, c'était un drôle de truc. Je trouve aussi que quand on voit votre filmographie, il y a des choses très différentes. Par exemple, il y a Gérard Jugnot qui vous a repéré, qui vous a fait tourner dans Rose et Noir, et là, ça se passe en 1577. Ouais, moi j'aime bien ce... Alors, ce film n'avait hélas pas marché, mais c'est un drôle de souvenir, ça, parce que en réalité, j'ai rencontré Gérard Jugnot sur... Faubourg 36. Alors voilà, merci. Faubourg 36 de Christophe Baratier. J'avais pas un grand rôle. Je venais faire un inspecteur des affaires sociales qui résiste à Gérard Jugnot dans un bureau pour lui prendre son petit garçon, etc. Bon bref, voilà. Mais j'étais très heureux d'aller tourner ce rôle. C'était à Prague à l'époque. Je me souviens, le premier jour de tournage sur Faubourg 36, j'arrive et je me présente, donc j'arrive à Prague, j'arrive dans ce grand studio où ils avaient refait des décors, c'était incroyable, c'était phénoménal, et je me présente au HMC, donc au maquillage, comme n'importe quel acteur le matin, et puis ça fait un peu Jean-Michel anecdote, hein, tout ça, bon, c'est pas très grave, et j'arrive, et si vous voulez, je me pointe, et puis les maquilleuses sont en train de papoter, je dis bonjour, je viens, on m'a dit de venir, oui, assieds-toi, d'accord. Et puis, quand vous êtes, si vous voulez, l'acteur numéro... Il y a des numéros par acteur. Ouais. Il y a le premier rôle, le deuxième, le troisième, quatrième. Puis quand vous êtes le numéro, j'ai n'importe quoi, 11, bon, c'est qui celui-là, voilà. Et puis, j'ai cette phrase, je sais pas pourquoi, je dis... Elle me sort un truc, une espèce de crème. Il se trouve que j'ai une peau réactive, c'est un peu chiant. Je fais écoutez, alors j'ai amené ça, je préfère ça parce que sinon j'aurai des plaques sur la gueule. Je supporte pas. Voilà, si ça vous gêne pas, merci beaucoup. Tout ça. Oui, allez, on va prendre ta crème. Voilà. Bon, et tout ça est très. Vous faites oh, putain, est-ce que j'ai dit un truc Bon, c'est compliqué. Ce métier est ainsi fait. C'est pas grave. Mais je sens que je la fais chier quand même. Et puis il y a Gérard Jugnot qui rentre à ce moment-là dans la loge, maquillage, avec sa fausse barbe. Oh putain, je suis crevé, machin. Il s'assoit, il vient, machin, je l'imite très mal. Et il me regarde, il lève un sourcil comme ça, il fait t'es de Bac ? Je fais oui. Il me dit ah mais c'est toi. Putain, c'est toi qui as fait le petit juge de Villemain. Je fais, oui, c'est moi. Il me dit putain, j'ai adoré, c'est dingue, c'est super. Ah, je suis content de te rencontrer, super. Ah, on va bosser ensemble, je suis super content. Et il a immédiatement des mots extrêmement chaleureux qui rassurent, qui font plaisir, évidemment. Et au-dessus de moi, derrière moi, il y a cette maquilleuse, je ne sais plus, voilà, qui tout à coup fait volte-face et ça va. Quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus rond. Voilà, ça fonctionne aussi, hein, parfois un peu comme ça tient à pas grand-chose. Et à l'issue de ce tournage, effectivement, il m'a proposé un rôle dans Rose et Noir, me disant beaucoup plus tard, une fois que le film a été fait, fini, monté, je me suis trompé de rôle pour toi. Je dis comment ça, Gérard ? J'aurais pas dû te filer le coiffeur. Allez, je te file l'autre rôle, peu importe. Ouais, c'était de la didascalie, quoi. Bon, hein, voilà. Mais écoute, c'est pas grave. Je dis non, c'est pas grave, en effet, voilà. Mais c'était la première fois qu'on me faisait une proposition ferme. C'est-à-dire qu'on vous envoie un script. La casting, Françoise Ménidré m'a appelé, me dit voilà, Gérard te propose ce rôle, c'est oui, c'est non, tu nous dis. Et c'était la première fois. Et je me souviens avoir accepté sans lire. Tellement j'étais flatté. Tellement je me suis dit, je peux pas refuser quelqu'un qui... C'est tellement précieux. Mais la carrière de Jugnot est étonnante parce qu'au départ, c'était un humoriste avec le Splendide et ses copains lui faisaient des blagues. Il était le souffre-douleur. Ah bon ? Un week-end, ils partent ensemble tous et puis la nuit, Jugnot est dans sa chambre et ses copains rentrent dans la pièce avec des bas noirs sur la tête et des faux revolvers et le menacent. Quelle horreur ! Et il lève les bras et il dit, vous pouvez tout prendre les gars, je suis pas chez moi. C'est une réplique exacte. D'accord. Alors, il y a eu aussi quelqu'un qui vous a repéré dans vos premiers films, c'est Claude Chabrol, car il était aussi un des premiers à vous repérer, Stéphane Debac. Ah, alors ça, lui, c'est plus paradoxal que cela, parce que alors c'était vraiment des tout petits rôles au tout début. Je dois avoir, je sais pas, je suis dans ma vingtaine encore, et c'est grâce à sa belle-fille, Cécile Mestre, qui était son assistante réalisation, et qui me l'a présenté via mon agent. Ça s'était fait comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, il m'a trouvé sympathique. J'avais vraiment pas fait grand-chose. Je devais avoir des VHS à l'époque avec 3 sketchs sur Canal où j'étais déguisé en merguez et en couille. Donc vraiment, c'était pas bon. Mais je sais pas, je le faisais marrer.
Et il me recevait dans son bureau. On dit, qu'est-ce que je peux te donner de bac, putain. Tiens ça, là, il y a un flic. Tiens, là, il y a un animateur télé, c'est pas mal, t'es un peu jeune. T'as qu'à te laisser la barbe, c'est bien ça, on va se marrer. Voilà, et très chaleureux. C'était des petits rôles, mais oui, c'était très chic, très très chic. Et Chabrol était quelqu'un de très humain, surtout. Ce qui était intéressant avec lui, c'était les déjeuners. Oui, puis alors, il n'y a pas de hiérarchie. En tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti. Et on fait un métier qui est extrêmement hiérarchisé. Et vraiment, avec lui, j'ai su ce que c'était, si vous voulez, d'être dans la vingtaine et de venir pour 2-3 jours de tournage avec lui, mais d'avoir une considération folle. Et vous n'êtes jamais meilleur que lorsque vous êtes bien accueilli. Et d'ailleurs, en arrivant à Paris, vous aviez plein de rêves en disant « mais je vais être accueilli par tout le monde ». Vous avez vite déchanté, Stéphane Debac. Ouais, j'étais naïf et totalement hors les clous. Je connaissais rien ni personne. Donc moi, je me pointais dans les théâtres. Au début, je ne voulais faire que du théâtre. Et je laissais des photos, des espèces de CV merdiques de jeunes acteurs où il y a tout est faux, quoi. Il y a des trucs. Et donc j'allais à la caisse, je connaissais rien, personne. Je disais tiens bonjour, je peux te laisser un CV, c'est une photo. S'il y a des auditions. Et les mecs derrière la caisse c'était soit des jeunes acteurs, soit des gars de toute façon qu'on a rien à carrer, donc ils prenaient le truc. Et ouais, bien sûr, ouais. Allez. Et voilà, donc je me disais c'est dingue quand même, j'arrive pas à passer des auditions. Voilà, bon, très naïf. Ça s'est arrangé depuis et on va évoquer la date du 12 février 2025 dans quelques instants sur Sud Radio avec Stéphane Debac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Stéphane Debac. Mais écoutez, on ne connaissait pas votre parcours, mais on l'apprécie d'autant plus avec tout ce que vous racontez et qui est passionnant et parfois surréaliste. Et donc, le 12 février 2025 sort Haut les mains, un film dont nous allons écouter la bande-annonce. Les Green Panthers, ce groupe d'activistes enchaînant les cambriolages chez les patrons d'entreprise, courent toujours. Olympe, il y a un intrus dans le garage là. C'est un concurrent. Code rouge, Zora, tu vois ça ? Un film de Julie Manoukian, la fille d'André Manoukian, dont vous avez l'un des rôles principaux. Et c'est aussi un film tout à fait étonnant. Oui, à plein d'égards. C'est-à-dire, il y a déjà le sujet du film. Oui. Puisque ça tourne un peu autour de thématiques féministes, écologiques. Puisqu'on suit, si vous voulez, une espèce de groupe d'activistes nommé les Green Panthers, qui vont essayer comme ça de rendre justice autour de ces causes-là. Et moi, je joue Kramer, qui est une espèce de flic essoré, fatigué, qui vit dans sa bagnole assez dégueulasse, qui essaie de les coincer en se servant d'un mec joué par Vincent Elbaz, qui est un peu un repris de justice, si vous voulez, fatigué lui aussi, mais très hypocondriaque, donc qui est un peu pris en étau entre l'affection qu'il va commencer à porter à ce groupe d'activistes et la pression que Kramer, le flic que je joue, va lui coller. Voilà. C'est à la fois une comédie et quelque chose de totalement faux et d'actuel. Oui, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Alors, en ce qui me concerne, je suis plutôt l'incarnation du mauvais côté de la médaille, oui. Mais c'est très amusant à incarner, oui. C'est un film autour de l'écoféminisme, et ce terme a été utilisé pour la première fois, je me suis un peu renseigné, en 1974 par Françoise Daubonne, qui était une militante féministe française, dans son livre « Le féminisme ou la mort ». Et depuis, le terme est entré dans le langage courant. Alors, c'est vrai que jouer des personnages comme ça vous va très bien. D'abord, les inspecteurs, je crois que vous êtes un inconditionnel de Colombo, que vous connaissez par cœur. Oui, j'adore ça. Ouais. C'est Colombo. Alors par cœur, j'ai pas de mémoire, ce qui est fâcheux pour un acteur. Mais en revanche, je peux regarder Colombo comme j'écoute un disque. Voilà, c'est-à-dire que j'ai le même rapport à certaines séries ou films qu'à la musique. Je les mets comme je mets un disque ou une musique, et je les revois. Il y a 18 saisons, je crois, de Colombo. Ouais, non, mais c'est inouï, j'adore tous les seconds rôles, ce côté de tout ce qu'il a créé. Là, il y a presque une mythologie autour de ce personnage, je trouve ça fascinant. J'adore Peter Falk, c'est un acteur incroyable, que je trouve très humble. Il y a une modestie, il y a une façon d'incarner par en dessous comme ça, une forme de tu me vois pas venir. Il est pas héroïque. J'aime bien les anti-héros comme lui, oui. Il avait un imperméable qu'il avait acheté lui-même d'ailleurs dans une friperie et qui a servi tout au long des 18 saisons. Ouais, et au tout début d'ailleurs, il regarde le texte au sol parce qu'il avait des pavés et il a fait attends, mais aide-moi, mais moi, et il a trouvé ce truc, écoutez, monsieur machin. Et en fait, il regardait et après, bon, il s'est resté. Il a gardé la gestuelle. Mais la gestuelle est venue, je crois, de cela. Enfin,
Voilà, j'ai un acteur que j'aime beaucoup. Alors, j'en reviens à Haut les mains. C'est-à-dire que jouer un flic comme ça, déclassé, un peu vintage, c'est Santiago, c'est aussi un rôle, il faut se mettre dans la peau de ce personnage. C'est pas simple du tout au départ. Oui, bon, alors moi, je crois pas beaucoup à tout ce qui tient de la mythologie de je me mets dans la peau de, je souffre, je suis lui, elle et moi, toutes ces... Bon, non. En fait, c'est mon point de vue, hein, mais ça n'est que du travail. Voilà. Et une forme de... Comment dire, moi, je travaille avec mon imaginaire. Il faut que je me sens créatif. Donc, on fabrique. Donc, effectivement, quand je lis le scénario de Julie Manoukian, je vois ce mec-là et je lui propose très vite. Je lui dis, écoute, il a des idées totalement folles, arriérées, vintage. Si on le collait visuellement dans une autre époque, ça serait intéressant. Ça serait marrant de voir un mec qui a bloqué les compteurs aussi dans son apparence. Donc j'ai proposé et c'est en ça que on rentre dans la peau, mais en fait c'est le partenariat avec Cécile, la costumière. Quand je lui dis j'aimerais des Santiago, il y a un 501, il y a un vieux blouson pourri années 80 un peu bouffant avec des épaulettes, elle comprend et on fonce et on cherche ensemble. C'est le même travail avec Stéphanie Aznareff qui était la maquilleuse, où je lui dis écoute, ce mec-là vit dans sa bagnole, il faut qu'il soit essoré. Elle me dit bouge pas, on va aller chercher toutes tes rides et on va aller les accentuer. Je fais c'est super. Donc j'ai une gueule, on dirait que j'ai une carte routière, mais c'est pas très grave. Ça, voilà, donc c'est du travail. Mais rentrer dans la peau, sincèrement, je me suis jamais senti envahi en rentrant chez moi le soir parce que je jouais la journée. Voilà. En même temps, c'est un sujet d'actualité et vous aimez toujours jouer des sujets dans l'air du temps quand c'est possible. Oui, mais c'est pas un choix. Parce qu'en réalité, c'est soit les propositions, soit les rendez-vous de casting, c'est la projection des autres. Ça peut être un directeur de casting qui vous met dans une liste, qui pense à vous. Ça peut être un metteur en scène, une réalisatrice, ou des essais qui réussissent. Il y a vraiment une somme de hasard qui vous conduisent à être à tel endroit, dans tel rôle, dans tel univers. Mais je le choisis pas, je le détermine très peu. Mais en même temps, se retrouver dans un sujet sur la pollution, sur le féminisme, c'est tout à fait actuel. Oui, ça c'est la volonté de la réalisatrice, de Julie Manoukian et de son co-scénariste, c'est pas la mienne. Voilà. Et le premier film écologique, je me suis un peu renseigné, je ne sais pas si vous le savez, c'est Soleil Vert, réalisé par Richard Fleischer, qui est tourné en 1973, qui se déroulait en 2022, où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien sur la Terre, et on est menacé de disparition. Ouais, moi j'aurais dit ce film de Redford, Jeremiah Johnson, merde, comment il s'appelle ? Jeremiah Johnson, ou je ne sais plus, mais j'aurais dit plutôt ce film qui est encore antérieur. Ouais, parce que c'est vraiment la quête d'un homme qui veut se reconnecter à la nature qu'on voit tout chier et qui se démerde. C'était bien ça. Et l'homme de la ville que vous êtes s'intéresse à la pollution, à l'écologie ? Je respire le même air, que je sois à la ville ou à la campagne. Oui, naturellement, oui, bien sûr. Oui, non. Après, je suis très négatif moi sur tous ces sujets, donc c'est pas moi qui vais transmettre un quelconque espoir. Non, du tout. Alors, il se trouve aussi que les rôles un petit peu difficiles, un peu durs, c'est votre spécialité. Moi, je me souviens d'un film de La Proie d'Éric Valette, où vous étiez pourchassé, je crois, par Albert Dupontel. Là, c'était aussi un tueur. Ça vous va très bien, ce genre de rôle. Écoutez, c'est arrivé comme ça. Là, c'était l'idée d'être le méchant du film. Alors, ça n'a pas été facile, ça a décroché, parce que alors vraiment, pour le coup, tout allait contre. Tout allait contre. Je me souviens très bien. J'avais lu le scénario que mon agent m'avait fait passer en me disant tiens, je pense qu'il y a quelque chose qui devrait t'interpeller. Effectivement, je lis le film et je me dis oh là là, le rôle du méchant, il est génial parce que les méchants, voilà, même sont toujours attrayants, quoi. C'est intéressant de. Et bref, je connaissais un peu le producteur, Luc Bossy. Et je lui dis, écoute, j'ai lu ton scénario, est-ce que je peux faire des essais ? Est-ce que le casting est ouvert ? Il me dit, ah non, Stéphane, je t'aime beaucoup, t'es super, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est le studio Canal derrière, si tu veux, qui distribue, qui coproduit. Les mecs, ils ont refusé un tel, des noms, voilà, tu vois, des gens connus quand même, tu vois, très connus par rapport à toi. Je dis pas que c'est super, Stéphane. Bon, tout se dit, je fais, ok, bon, je fais, mais juste des essais alors, puisque justement, ils refusent des. Peut-être qu'on peut commencer à ouvrir. Non, vraiment, écoute, voilà, autre chose, on verra. Et puis, je vous la fais courte, on est passé par la fenêtre, la cheminée, nos machins, pour décrocher, finalement, des essais. Et il se trouve que Éric Valette fait les essais lui-même, avec son premier assistant, Jean-André Silvestro. Donc, je me suis retrouvé tout de suite, sans intermédiaire,
face à Eric, a joué Jean-Louis Morel, ce tueur en série. Et il a adoré. La première prise qu'on a faite ensemble, je suis arrivé avec une proposition un peu clé en main. Bon, quitte à y aller, voilà ma vision du rôle. Et il a pris le truc. Et ensuite, pour vous dire comment c'est pas facile, le producteur, Luc, me rappelle et avec content d'épiter. Un truc un peu comme ça, il me dit bon, écoute, voilà, bah, t'étais son premier choix. Voilà, il a bien aimé, c'était super, tes essais, bon, ok. Voilà, bon, écoute, maintenant de toute façon, vraiment, reste cool, parce que c'est le studio Canal qui décide. C'est pas moi, c'est pas lui. Tu vois, on envoie, le Festival de Cannes arrive, on envoie les essais, et c'est les mecs du studio Canal qui vont regarder ça. Voilà, t'auras la réponse après le festival, ils sont tous partis. Je suis ok. Et là, je me dis, bon, bah, c'est plié, c'est pas très grave. J'ai rencontré un metteur en scène, j'ai fait mon métier, je lui ai montré, voilà, il en restera peut-être quelque chose. Et peut-être que dans 5 ans, on ne sait pas, c'est la roue qui dira si le mec se dit, ah, ce mec-là, voilà. Et il se trouve que je suis choisi. Bon, validé par ce fameux studio Canal à l'époque. Et sur le tournage, très vite, je vois débarquer un mec à l'époque qui s'appelle Léonard Glowinski, qui était le boss du studio Canal. Il vient, voilà, sur le plateau, on fait connaissance. Et je lui dis, écoute, je suis ravi de te rencontrer parce que je te dois ma présence ici. Manifestement, tu as validé mon travail après les essais. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a déterminé ton choix. Ça m'intéresse pour comprendre parce que vraiment, c'est pas si simple. Et il me dit, bah, rien du tout, rien du tout. J'ai vu tes essais et c'était super. Je fais, non, me la fais pas. Vas-y, comment il y a eu un désistement. Non, je t'assure, faut pas te raconter d'histoire. Non, vraiment, j'ai vu tes essais, t'étais Jean-Louis Morel. Point barre. Le montage financier, il était fait. On avait du Pontel, machin, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, les autres correspondaient pas. Je fais, mais tu voulais pas un mec plus connu et tout? Je dis, pas du tout. Il me dit, puis qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu sais, j'ai bossé chez Pathé. Et tu étais à l'affiche de Modern Love. T'arrives pas de nulle part. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je fais, ah, d'accord. Donc tout ça pour dire qu'en fait, voilà, c'est toujours rien ne se passe comme on peut l'imaginer, en réalité, pour les acteurs. Et vous parlez de Canal, il y a Ciné Plus OCS aujourd'hui qui diffuse une série qui s'appelle Extra. Et là aussi, vous êtes un petit notable de province. Et là, c'est une série tout à fait différente parce que c'est quand même une nouveauté, puisque c'est une série inspirée par une liberté sexuelle pour une personne en situation de handicap. C'est quand même un sujet un peu tabou et difficile au départ. Alors oui, c'est-à-dire que c'est le personnage de Catherine Blondin, qui est jouée par Anne Giroir, qui est mariée à Antoine, donc le mec que je joue. Ils vivent un peu sous le même toit avec le beau-frère, qui est joué par Nicolas Lombreras, qui est hilarant, qui est un acteur formidable, très 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 drôle. Et bref, on va suivre le parcours de cette femme qui va repartir un peu à la conquête de son désir, de sa féminité, de sa sexualité, en devenant, le jour, elle anime une chorale et le soir, elle devient ce qu'on appelle assistante sexuelle pour des personnes handicapées. Voilà, qui est un boulot, une fonction qui existe en Suisse, mais qui est totalement interdite et assimilée à la prostitution en France. Voilà, jusqu'à l'implosion du couple. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir, jouer au golf, et puis vous évitez justement l'approche sexuelle qu'elle souhaiterait. Ouais, alors c'est rigolo parce que c'est un mec qui joue pas au golf par passion, il va au golf pour être avec des mecs dont il veut faire partie. Tout ça, c'est pour rentrer dans des clubs. C'est un peu comme ce métier. Il y a beaucoup de gens qui vont à des soirées, dans des lieux, des bars, des endroits, des avant-premières de films auxquels ils ne participent pas pour appartenir et petit à petit se montrer et faire partie de quelque chose. Et ce mec-là, à son niveau, a exactement la même démarche. Donc c'était... j'ai essayé d'en faire un gars touchant parce qu'il est assez médiocre, il est assez veule, il est un peu aveugle, il voit pas sa femme, il voit pas son môme, mais voilà, il fallait qu'il en reste quelque chose d'un peu humain quand même pour qu'on l'achète. Il y a 10 épisodes et en fait c'est une série qui a été choisie parce que 2 jeunes metteurs en scène ont obtenu une sorte de bourse pour faire cette série, ce qui est assez rare. C'est la nouveauté, c'est la transmission. Oui, c'est-à-dire que eux, alors un est scénariste, Mathieu Bernard, l'autre est producteur scénariste à la base, Jonathan Hazan, et ils se sont effectivement associés pour répondre à une espèce d'appel d'offres. Je crois qu'il s'agissait d'écrire autour du handicap. Ils ont proposé cet axe-là, qui était assez audacieux, et ils ont décroché l'aide, etc. Et
Voilà, la série s'est faite comme ça. Quand on voit tout ce que vous avez fait depuis votre arrivée à Paris, Stéphane Debac, on se dit que votre maman doit être fière de vous. Elle est inquiète. Ah bon? Elle est inquiète parce que je suis, je crois, extrêmement lucide, que je cache pas les choses, que je ne fais pas semblant d'être là où je ne suis pas ou quoi. Et donc, je lui partage suffisamment de l'arrière-boutique de tout cela, si vous voulez, pour qu'elle soit encore un peu inquiète. Mais je crois qu'elle est heureuse parce que, voilà, le petit garçon qui voulait être acteur... il est à Sud Radio, il vit de son métier et c'est très bien comme ça. Et voilà, je n'ai pas besoin de plus. Voilà. Eh bien, écoutez, nous, on a besoin d'aller voir Haut les mains à partir de demain sur les écrans et bien suivre sur OCS Ciné Plus cette série extra qui l'est justement. Merci beaucoup. Merci Stéphane Debac, vous avez tellement de choses à raconter que vous reviendrez quand vous voulez dans les clés d'une vie. Avec plaisir. Parce que votre actualité est toujours forte et puis il y a encore plein d'anecdotes que nous n'avons pas racontées aujourd'hui. Merci, continuez comme ça. Grand merci à vous. Merci, au revoir Jacques. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.